Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Accra, Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, August 6, 2025. The Constitutional Council's decision to invalidate Hile Zipang's candidacy leaves the progressive movement unable to nominate a replacement. Crucially, Article 128 of the Electoral Code addresses only the eligibility of the individual candidate, not the political party itself. In this detailed report, Joseph Tafo, esteemed lawyer and MRC member, unpacks the legal nuances and implications of this ruling. Also in this news, Leopold Besiping, the recent presidential contender, representative of the party Rally of Ecological Forces for Economic Recovery, a party dedicated to environmental advocacy and economic revival, who did not secure victory in the election, was formally received today by the Minister of Public Service and Administrative Reform. In a pivotal move, Minister Joseph Le convened a high-level meeting with senior officials from his department, specifically to review and discuss the particulars of Besiping's file. The stories in full and more we brought to you right ahead. Thanks for tuning in, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television, and we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Sexuelle, mesdames, messieurs. Bonsoir présidentielle 2025. Pour ouvrir ce journal, l'invalidation de la candidature d'Hile Zipan par le Conseil constitutionnel n'offre aucune possibilité au mouvement progressiste de présenter un autre candidat. Le code électoral concerne uniquement la qualité du candidat investi et non le parti politique. Maître Joseph Tafo, juriste, donne plus d'explications dans ce reportage d'Inès Pangan. Un arrière-goût de décision influencée par les politiques accompagne quelques verdicts rendus par le Conseil constitutionnel lors du contentieux préélectoral, concernant particulièrement l'invalidation de la candidature de Hile Zipan, pourtant retenue par le Conseil électoral. Maître Joseph Tafo, juriste et membre du MRC, pense que le juge a pris la peine d'entrer dans le fond du dossier, à la différence du cas de David Chestel Chewa, candidat recalé du MPCN. D'un côté, il a agi superficiellement, de l'autre côté, il a agi au fond. Et quand on assemble toutes ces décisions, elles sont beaucoup plus politiques que judiciaires, honnêtement, en toute honnêteté. La première règle pour rester en justice, c'est avoir qualité. Parlant toujours du mouvement progressiste, le juriste précise que l'article 128 du Code électoral ne saurait être appliqué. La possibilité offerte à un parti politique de présenter un autre candidat se fait uniquement dans le cas où le candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité, entre autres l'âge requis ou le casier judiciaire propre. C'est l'article 128 du Code électoral parle du remplacement du candidat. Ça, c'est dans le cas où le parti n'a pas de problème. Allons aussi simplement, prenons le cas du SDF par exemple. Si la candidature, si par extraordinaire, la candidature de l'honorable Joshua aussi été rejetée parce que le SDF n'a aucun problème, à ce moment-là, le SDF devait se débrouiller à trouver un autre candidat pour remplacer l'honorable Joshua aussi dans le délai imparti de 3 jours. Maître Joseph Tafo note tout de même qu'il existe un moyen de recours supranational à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le Cameroun ayant ratifié ce protocole. Une voie généralement pas exploitée en raison des délais impartis.
Élection présidentielle du 12 octobre toujours. Paul Atangandji insiste et signe. Anissé Ekane n'est plus le président du Manidem. Le ministre de l'administration territoriale s'est exprimé ce jour sur les antennes de Radio France Internationale RFI. Dans le même temps, le RDPC prépare déjà sa campagne avec la désignation des personnalités devant conduire la dite campagne. On peut le rendre up avec vous, Léla Rengonze. Fin des débats dans les chaumières au sujet de la campagne de Paul Biya. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient de révéler la liste des membres de la commission nationale de sa campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Nulle trace du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en dépit des consultations menées par lui en amont avec des délégations de sensiblement toutes les régions du Cameroun au nom du chef de l'État. Le président de la commission n'est nul autre que le secrétaire général du comité central du RDPC, coordonnateur national de la campagne, j'ai nommé Jean Kueté. La vice-présidence, quant à elle, est assurée par son adjoint, Grégoire Owona. La commission comprend 11 membres et 5 rapporteurs, en plus du président et du vice-président. Paul Atangandji signe, insiste et persiste. Anissé Ekane n'assume plus aucune fonction au sein du Manidem. Sur RFI, ce 6 août 2025, le ministre de l'administration territoriale affirme avoir des documents qui le prouvent. Et alors que tout le monde attend de savoir de quels documents il s'agit, pirouette, Paul Atangandji fait savoir qu'il n'a pas besoin de les présenter. Celui, dit-il, que le MINAD reconnaît, le mandataire social du Manidem, est Dieudonné Yebga. Qui tire les marrons du feu des divisions au sein des formations politiques de l'opposition? Question. Léopold Bessiping, reçu par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. L'enseignant à la retraite et candidat recalé à l'élection présidentielle a échangé ce jour avec Joseph Lee. Au menu, l'examen de sa carrière en tant qu'ancien agent de l'État et la lumière sur les circonstances ayant conduit à la suspension injustifiée de sa solde. Il est peut-être finalement le véritable gagnant de cette élection présidentielle grâce à son courage. Les personnes dans la même situation savent désormais quoi faire. Rendez-vous en 2032. Vous l'avez dit, Léla Rengonze, Léopold Bessiping, président du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie et candidat recalé à la présidentielle, a été donc reçu en audience ce jour à Yaoundé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Et Joseph Lee a tenu une réunion avec les responsables de son département ministériel sur la situation de cet enseignant à la retraite. Le point de cette rencontre dans cet extrait sélectionné par Olivier Bouzique. Bientôt, ils vont donner l'ordre qu'ils entrent en position de ce que j'ai au trésor pour éviter que prochainement, je vais mettre la sur la... Attends, l'idée de l'estimation? De l'estimation, non. Parce que il y avait des avancements qui ne passaient pas encore. Bon, les techniciens vont se pencher dessus avant d'évaluer le montant correspondant aux avancements. Mais ici, vous êtes tout au moins satisfait? Sur le plan professionnel, oui. Mais le problème va se poser au niveau politique. Et c'est sur le plan national. Vous dites au niveau politique, la stratégie de déposer votre candidature avait donc pour seule fin entrer en possession de votre vie? S'il vous plaît. Non, justement, c'est là où il y a problème. La fonction publique ne s'occupe pas des jeux politiques. Voilà. Il s'occupe de ma carrière professionnelle. Il n'a rien à voir avec la carrière politique. Bon. Et puis je continue donc avec ma carrière politique. Et ils vont résoudre le problème qui concerne, j'ai déjà pris ma retraite qui concernait ma carrière professionnelle. N'est-ce pas? Bon, mais le problème qui va se poser, c'est que il semblerait que le ministre des Finances ce matin pour une causerie vendredi. Et le dernier délai pour que la liste des candidats sorte, c'est demain jeudi. Donc, vous comprenez? Donc si le ministre doit ordonner, qu'on me restitue ce qu'on le trésor me doit, si c'est peut-être vendredi, ça va parfaitement.
sur le plan professionnel. Mais sur le plan politique, ça va pas aller. Parce que si la liste sort demain, je ne peux pas d'ici demain laisser quand je vais passer. Mon âge serait en train de traîner encore. Je serais en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire verser là sur là. Serge Espoir Matomba, candidate of the United People for Social Renovation Party, has announced a strategic alliance with the CRP party in Yaoundé. This partnership aims to unite efforts for progress, amplify diverse voices, and deliver fresh solutions for Cameroon's future. Matomba described it as a commitment to hope, responsibility, and building a better tomorrow. Let's hear more from Serge Espoir Matomba from the following excerpt. Ladies and gentlemen, I want to thank you very much for coming here and giving us the opportunity to speak to you. I live in the UK, but I also live in Cameroon at the same time because I spend limited time in this country and also spend limited time in the United Kingdom. I'm proud of you, and I know you are the door of the people to get the information that we have to deliver to them. It's been very fortunate that I have got a soulmate in politics. A soulmate is somebody we're dreaming together and we're understanding together as far as we love this country, much more than ever before. And this is my colleague here, Mr. Serge Espoir Matomba. I think I want to support him with all my heart because we understand exactly the politics of this country and the difficulties the people of Cameroon are going through. And that is why I am here to support him much more than ever before. And we are paving the way of politics. We are giving Cameroonians the oxygen they deserve. We are supporting them to come out of the difficult moments they have faced for about 42 years. So we will work hard, and we ask that all other political parties should come to their knees and surrender their weapons of politics because the time has come when Cameroonians have to enjoy their lives and in the free and democratic country called Cameroon. And I thank you very much, and if there's anything we can talk about, thank you. We are not coming from the blue. We're coming from political backgrounds. We're coming from political understandings. We've seen the suffering of Cameroonians, and we are touching them in the dynamics of their suffering. We've been in the ground root. We are on the ground. We've been in the ground, and we're still fighting in the ground. So to know our weight is to go into our various websites and our various media posts, and you will see how much following and how much struggle we've put in. We have been restricted by the government. Myself, I have not been having internet when I arrived Cameroon. I've been delayed several times at the airport when I come in, and I don't want to count many more difficult things that they've given me when I arrived this country. So the weight is crystal clear in diamond clarity. Ils sont donc 12 candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. 12 pour le 12. Et parmi ces candidats, une seule femme, Mine Patricia Tomaino Ndamjoya, la présidente de l'UDC. Figure bien connue du paysage politique camerounais. Léla Renganzo dresse ici le portrait de la dame venue du Noun. Dans un environnement fortement dominé par les hommes, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya se positionne comme la dame de fer venue du Noun. Seule femme au rang des 12 candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, la veuve d'Adamou Ndamjoya préside aux destinées de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, parti créé en 1991 par son époux. Son arrivée à la tête de cette formation politique le 26 avril 2020, quelques jours seulement après le décès de son mari, sera qualifiée de coup de force par certains. Un coup de force qui pousse des cadres du parti, dont le premier vice-président, à claquer la porte. Retro. Figure importante et imposante de la politique au Cameroun, Tomaino Ndamjoya est élu député à l'Assemblée nationale pour le Noun en 2007. Elle y occupe le poste de secrétaire dans la Commission des lois constitutionnelles des droits de l'homme et des libertés, de la justice, de la législation, du règlement et de l'administration. Elle reste à l'Assemblée nationale pendant 13 ans et 2 mois. Bien que réélue à la faveur des législatives et municipales de février 2020, Dame Tomaino renonce à son siège de députée
et choisit de devenir conseillère municipale de la ville de Foumban. De conseillère à maire, il n'y a qu'un seul pas, elle le franchit et est par la suite élue conseillère régionale de la région de l'Ouest, où elle porte la parole des conseillers du département du Noun. Membre de la plateforme de l'opposition engagée dans le chantier de la réforme participative et consensuelle du système électoral, elle est également le porte-parole de la plateforme. Sur le plan professionnel, Madame Damjoya est à la tête d'une entreprise caféière et elle occupe depuis 2016 le poste de présidente de l'Association des femmes camerounaises dans le café. Née à Yaoundé en 1969, Hermine Patricia Tomaï Damjoya grandit au Cameroun entre Yaoundé et Foumban. Diplômée de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Yaoundé, elle obtient sa licence en 1990 et une maîtrise en droit public en 1992. Tomaï Damjoya est également auteur de plusieurs ouvrages, dont Les élections bancales. Et comment parler de cette femme politique sans évoquer ses batailles avec le sultan roi de Bamoun, ou même encore sans mentionner cette controverse qu'elle crée en décembre 2017, du temps où elle est députée de la nation. Demandant en vain la parole, elle balance par exaspération un chevalet qui blesse accidentellement un élu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Hermine Patricia Tomaï Damjoya est une femme politique, entrepreneur, mère, épouse, écrivain et certainement bien d'autres choses. Et évidemment, l'actualité politique nous a fait remonter les souvenirs de 2018. Souvenez-vous, le contentieux électoral a occupé le devant de la scène politique au Cameroun avec des audiences très suivies, mais également très contestées à cette période-là aussi. À l'approche de l'élection du 12 octobre prochain, les regards étaient à nouveau tournés vers le Conseil constitutionnel ces derniers jours. Retour sur un épisode marquant et les enjeux à venir avec vous, Oyen Donké. 7 ans plus tard, la passion n'est pas tombée, le contentieux électoral draine encore des foules et mieux, fait sortir l'artillerie lourde pour canaliser une population de plus en plus curieuse. En effet, au Cameroun, le contentieux électoral est à côté de ce terme juridique davantage une réalité plus politique qu'on ne le croit. C'est le lieu où sont contestées des irrégularités et réclamées la transparence dans le processus électoral. Le cas le plus emblématique à ce jour reste celui de la présidentielle de 2018. Alors que la tension monte après l'annonce des tendances, Maurice Kamto, principal challenger de Paul Biya, président sortant, revendique la victoire. Son équipe saisit alors le Conseil constitutionnel. L'audience est historique. Elle est retransmise en direct à la télévision et l'on assiste à un affrontement frontal entre opposition et institutions. Irrecevable, c'est l'expression qui fera sensation. En effet, durant 3 jours, les recours vont se succéder, les avocats vont dénoncer les fraudes, les irrégularités et autres dysfonctionnements, mais l'issue sera presque connue, irrecevable. Tous les recours sont rejetés, les résultats validés et Paul Biya reconduit pour un nouveau mandat. Depuis lors, les critiques persistent, manque d'indépendance du Conseil constitutionnel, difficulté d'accès à la preuve ou encore délai très court. 2025 est là, une nouvelle élection se profile à l'horizon et avec elle le contentieux électoral et donc le Conseil constitutionnel. Une question, pourra-t-il jouer pleinement son rôle de régulateur du jeu démocratique ? Pour l'heure, c'est le contentieux préélectoral qui se déroule avec son lot de rejets. Et on poursuit justement ce soir notre connaissance du Conseil constitutionnel. Après la définition de l'institution hier et sa composition, on s'intéresse ce soir aux différents rôles des membres. Maître Russell Chemou est en posture d'invité du journal. Oyen Donké. Alors, quel est le rôle? Vous avez parlé des différents membres, des 11 membres, mais vous en avez dit quel est le rôle des membres du Conseil constitutionnel? On ne va pas les citer tous, hein. On prendra par exemple le président, le secrétaire général, le rapporteur, le greffier. Alors, avant de parler déjà des membres, il faut voir la composition. Okay. Comment est composé le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, comme je dis, cette instance juridictionnelle suprême est composée de 11 membres.
qui sont nommés Oui. par décret présidentiel pour une durée de 6 ans renouvelable. Mais ils sont désignés comment? C'est vrai que si c'est un décret du chef de l'État qui les nomme, ce n'est pas lui qui les désigne tous les 11. Il ne désigne pas tous les 11 membres. 3 membres sont désignés par le chef de l'État. 3 autres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale après avis du bureau de l'Assemblée nationale. 3 autres membres sont désignés par le président du Sénat sur avis du bureau du Sénat. Et 2 membres sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc voilà ce qui constitue les 11 membres du Conseil constitutionnel. Cependant, la loi sur le Conseil constitutionnel rappelle que tous les anciens chefs d'État, tous les anciens présidents de la République sont membres de plein droit du Conseil constitutionnel à vie. Comme on voit en France, on avait vu Chirac qui avait été membre du Conseil constitutionnel, on a vu Sarkozy qui a refusé par exemple. Donc, voilà la composition. Maintenant, vous avez parlé vous avez cité le président, le secrétaire et le rapporteur et le greffier. Alors, le président du Conseil constitutionnel, le confrère Maître Clément Tangana, est le patron de cette juridiction. C'est lui qui préside dans le cadre juridictionnel les audiences et il a voix prépondérante lors des délibérés. C'est le patron, c'est le boss, comme on dit dans le jargon. À côté de lui, vous avez cité le secrétaire général. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil constitutionnel fonctionne généralement comme les juridictions classiques. On a la juridiction et on a l'administration. Vous avez le côté juridictionnel que vous voyez, le président et les membres conseillers. Mais pour faire fonctionner tout cela, on a besoin de l'administration. Et l'administration du Conseil constitutionnel, c'est le secrétariat général. C'est en fait ce qui comprend l'ensemble des organes administratifs, techniques, matériels, des ressources humaines, des ressources financières, que j'ai dit tout à l'heure, ressources financières, et matérielles et humaines, les ressources humaines également. Donc, le secrétariat général est ce qui permet de faire fonctionner administrativement le Conseil constitutionnel. Mais il faut rappeler que le patron du Conseil constitutionnel, c'est le président du Conseil constitutionnel. L'administrateur, côté administratif, financier, matériel, c'est le secrétaire général. Et dans le secrétariat général, par exemple, on a le greffe. Donc, pour tenir des audiences, il faut un greffier qui va tenir la plume, le rôle, le plumitif, qui va reproduire les dossiers, qui va transmettre, notifier les dossiers de procédure, les requêtes aux parties, au conseiller rapporteur, à la direction juridique. C'est lui qui va enregistrer, lorsque les parties vont venir déposer les requêtes, il va leur donner les décharges, les certificats de dépôt, qui va notifier aux parties les dates d'audience, qui va délivrer les décisions lorsque les décisions seront prononcées. Le jour de l'audience, pendant que les avocats plaident, les parties postulent, il y a un greffier qui transcrit les déclarations, qui prend des notes. Donc, c'est l'importance, c'est le rôle que joue le greffe. Et le greffe, le Conseil constitutionnel, est placé sous la direction, est chapeauté par un greffier en chef, mais qui est placé sous la direction du secrétaire général. Alors, enfin, le conseiller rapporteur, nous avons constaté qu'il a suscité beaucoup de mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil constitutionnel fonctionne comme des cours suprêmes, un peu mot de fonctionnement des cours suprêmes. Ce qui se passe dans les hautes cours, c'est que pour chaque affaire, le président désigne un conseiller rapporteur. Hier, je crois, il y avait 36 affaires. Ce n'est pas le même conseiller rapporteur qui va connaître, qui va émettre des rapports, qui va produire des rapports pour chaque affaire. Donc, il va désigner des conseillers rapporteurs qui vont examiner, qui vont étudier. Cela ne veut pas dire que les autres conseillers n'ont pas le dossier. Le greffe fait des reprographies, des photocopies de dossiers pour chaque membre. Donc, chacun là, hier, avait 36 dossiers. Maintenant, pour chaque affaire, il y a un conseiller qui est désigné rapporteur, qui va examiner en profondeur les pièces, les dossiers, les arguments, la position de la loi. Et va donner. Et nous avons constaté que le peuple était un peu surpris de voir que c'est le conseiller prenait position. En fait, chez nous, c'est comme ça, c'est comme à la Cour suprême. Le conseiller dit aux juges, à ceux qui vont connaître sur l'affaire, voilà ce que A a dit, voilà ce que la partie B a dit, voilà ce que la loi dit. En conséquence, voilà, il propose
Aucune décision. Et à la suite de sa proposition, le président de la juridiction donne la parole aux juges, aux confrères, aux partis et aux avocats de donner leur avis. Moi, j'ai un bémol avec cette affaire du conseiller rapporteur. J'ai un problème avec. Le problème chez nous, c'est que le conseiller rapporteur, il émet un avis et quand on va décider, il décide parmi les membres. Moi, je trouve que c'est un problème parce qu'il a déjà pris parti. Deuxième chose, les partis déposent les requêtes avant, qui sont échangées entre les partis, qui sont transmises aux conseillers, qui sont appréciées. Or, le conseiller rapporteur, lui, vient en pleine audience. Il lit son rapport et séance tenante, on demande aux avocats, sans délai, de donner leur avis avant que le conseil ne rende sa décision. Je pense qu'il faut revoir cela dans le sens de la contradiction, permettre également que le rapport du conseiller rapporteur soit transmis avant aux partis pour qu'elles prennent abondamment et sereinement des observations sur le rapport. Parce que, il faut le dire, on ne le dira pas assez, la position du rapporteur est souvent le projet de décision, dans la majorité des cas. Mais j'espère que ce ne sera pas toujours le cas face à la véhémence et la perspicacité des avocats. La suite de ce journal, c'est en anglais avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makedalidi Newton. We talk something else away from politics in response to rising corruption in Cameroon's littoral region. The Anti-Corruption Mission has launched its 7th clinic in Douala, intensifying the fight and for transparency and justice. Details with you, Oni Ladonette. In response to growing reports of corruption in the littoral region, Cameroon's National Anti-Corruption Commission has launched its 7th anti-corruption clinic in Douala. The clinic, which opened on Monday, August 4, 2025, and runs through August 8, provides a platform for residents to report corruption cases directly to senior officials of the Commission. As it is a clinic, you must treat the disease at the base. So we think that it was important for us to come back again in Douala so as to solve the problem that we have got, and we will continue with other regions as we said during the presentation that we have done. So Douala is not only the last destination. According to Kunak, nearly 61 complaints from the littoral region have already been filed in the past. Each case was investigated and processed by the Commission. With this mobile clinic, Konak aims to make the complaint process more accessible and encourage more citizens to speak up. Complaints can be submitted in person during the clinic or by calling the toll-free number 1517, where callers can describe the corruption case and choose to remain anonymous. The beginning of the next year, of next school year is coming, and it is also the question to appeal the attention of parents and teachers and students also to be aware about the correction that can be done when the school starts. So we see that it is important to call attention of the population about that. But we continue also with other domains. It is not only the school, but it is also something which is helpful for the management of different services in our country and Douala. The clinic is taking place at the Douala 2 Municipal Hall. It is part of Konak's ongoing effort to bring its services closer to citizens. Similar outreach campaigns have already taken place in Ebolowa, Bafoussam, Garoua, amongst other towns. In sports, a 2-day workshop empowering women's football leaders in Central Africa has concluded today in Douala, marking a major stride towards strengthening the region's football administration. We remain with you, Oni Ladonette. A 2-day capacity building workshop aimed at strengthening women's football administrators in Central Africa has wrapped up in Douala this Wednesday, August 6, 2025. At the end of the seminar, we want to have a roadmap of where the zone should go, where the zone should focus,
in terms of women's football for the next years to come. It's also a platform for them to have, the connection with their MA counterparts from each member association, so that we can develop the close collaboration between member association for future friendly matches or any collaboration. One of the key messages was the need for regional collaboration. Delegates acknowledged that while development levels vary across the zone, sharing expertise, especially from countries like Cameroon, can raise the overall standard of women's football in Central Africa. Tenu qu'en Afrique centrale, nous devons nous mettre ensemble. We learned that in Central Africa we need to come together for the development of women's football. We also learned that Cameroon is seen as a model in the region and that we have a responsibility to guide and support other Central African countries by sharing our extensive experience. Partager ensemble notre lourde expérience déjà. Participants are expected to return to their respective federations and design marketing and strategic plans. These plans will focus on attracting sponsors and improving governance with proposals to be submitted to CAF, FIFA and UNIFAC for support. Les moyens, en fait, resources. In fact, one of our main goals through this training is for each of us to return to our respective countries and design marketing plans. For example, to attract more sponsors to support women's football. It's also about going back home and developing a strategic plan for the growth of women's football, submitting it to CAF, FIFA and even UNIFAC. Du football féminin, le soumettre à la CAF, à la FIFA et même à l'UNIFAC. Beyond technical training, the workshop also helped create stronger ties between member associations. Organizers say the long-term goal is to develop a joint roadmap and encourage more friendly matches and partnerships between countries in the region. And that's the package we put together for you on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Do tune in again tomorrow for more news and fresh updates. Good night. Good night to you, Makeda Lidinyeto. Au revoir, Christelle Sexuelle, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.